Santé et sécurité MAG avec Céline Nguesson. Bonsoir à tous. Dimanche 24 janvier 2016, il est 16h30. Vous écoutez Radio Espoir et vous êtes les bienvenus dans Santé et Sécurité MAG, votre magazine mensuel de formation, d'information et de sensibilisation à la prévention des risques professionnels. Et pour ce premier numéro de l'année 2016, nous nous intéresserons à un fait marquant de l'année écoulée en matière de santé et sécurité au travail. Il s'agit de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail. Que dit cette loi? Quelle est sa portée dans le domaine de la santé et sécurité au travail? Vous aurez des précisions dans un instant avec notre expert du jour, M. Koulibaly Ziabel, le contrôleur en prévention. Santé et sécurité MAG. Bonsoir M. Koulibaly. Bonsoir Céline. Bonne et heureuse année 2016 à vous et merci d'être dans notre studio pour permettre à nos auditeurs d'en savoir davantage sur la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail. Dites-nous dans quel contexte a été adoptée cette loi et que dit-elle? Merci Céline de m'ouvrir une fois de plus votre porte. Et c'est un plaisir pour moi de partager mon expérience en matière de sécurité et santé au travail. Alors, avant de répondre à cette question, permettez que je fasse un bref historique de l'évolution de notre Code du travail. Alors, nous savons tous que la Côte d'Ivoire a été une colonie française. Et pendant que cela se faisait, une nouvelle forme de travail a été instituée. Il s'agit du travail forcé. Alors, pendant le travail forcé, on est tous d'accord pour reconnaître que aucune disposition particulière ne régit le travail entre les personnes assujetties et le colon. Et bien heureusement, le travail forcé a été aboli, si mes souvenirs sont bons, en 1948 par le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Et depuis cette abolition, il était question maintenant d'adopter une nouvelle forme de relation, car l'aspect colon et l'aspect travailleur forcé n'existant plus, on se retrouve dans un contexte d'employeur et de travailleur. Santé et sécurité MAG. Alors, pour régler cette relation de travail entre employeur et travailleur, il a fallu mettre en place un nouveau code du travail. Et ce code du travail-là était appelé le Code du travail des territoires d'outre-mer, qui est un code du travail français, et qui devait donc s'appliquer à la colonie qu'est la Côte d'Ivoire. Et dès que nous avons accédé à l'indépendance en 1960, il était donc important pour la Côte d'Ivoire d'adopter son premier code du travail. Et cela a été fait, bien heureusement, le 1er août 1964. Alors, depuis cette date, il faut noter que ce code du travail est rentré en vigueur et la première modification est survenue en 1995, où nous avons eu donc le second code du travail par la loi 95-15 du 12 janvier 1995. Et 20 ans après, c'est-à-dire en 2015, nous nous retrouvons à adopter notre troisième code du travail. Alors, ce troisième code du travail qui est régi par la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 a eu de bonnes raisons d'être mis en place. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, mais nous nous focaliserons sur un certain nombre. Alors, l'une des raisons fondamentales, c'est d'adapter notre code du travail aux normes internationales du travail qui ont été ratifiées entre 1995 et 2015. Première raison fondamentale. Deuxième raison fondamentale, c'est la prise en compte des nouvelles formes de travail et relations de travail créées par l'évolution des NTIC, donc nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous savez maintenant qu'avec les ordinateurs, avec la connexion Internet, on n'a pas forcément besoin d'être au bureau pour exercer son activité professionnelle. Troisième raison que nous pouvons évoquer, c'est le besoin de protéger davantage les travailleurs. Alors, nous reviendrons dessus dans la suite de notre développement. Quatrième raison, c'est de garantir et de pérenniser les investissements des employeurs. Il faudrait que les employeurs aient confiance quand ils viennent en Côte d'Ivoire et cette marque de confiance-là transparaît déjà dès le Code du travail. Et enfin, la dernière raison qui puisse être évoquée, c'est la prise en compte des cas de jurisprudence vécus par les anciens codes du travail. Alors, certaines situations qui n'étaient pas évoquées par les anciens codes du travail ont été jugées. Donc, du coup, cela devient comme une règle et mieux vaut donc l'adopter comme un article du Code du travail, de sorte que
d'aventure, toute situation pareille soit jugée en fonction donc de ce qui est admis par le Code du travail. Donc voici quelques raisons que nous pouvons évoquer pour situer le contexte dans lequel le Code du travail de 1995 méritait d'être revu pour aujourd'hui nous permettre d'obtenir un code en 2015. Que dit cette nouvelle loi? Alors, avant d'aborder cet aspect qui porte sur le contenu même de la loi, il faut noter que déjà employeurs, travailleurs et même l'État de Côte d'Ivoire attendaient fortement cette loi. Oui, les travailleurs effectivement attendaient la loi parce qu'ils estimaient que l'ancienne loi était trop favorable pour les employeurs. Alors, ils trouvent que quand il s'agit de trancher sur la base du Code du travail, le Code du travail est trop favorable pour les employeurs, donc du coup, ils se sentent lésés. Du coup, avec la révision, tout le monde, en tant que travailleur, estime que maintenant, leurs préoccupations sont prises en compte. Deuxième aspect, c'est que les employeurs eux-mêmes trouvaient que certaines dispositions devaient être améliorées. Parce que par moments, source de conflits ou bien de mauvaise compréhension ou de compréhension multiple. Et enfin, les représentants de l'État eux-mêmes trouvaient des zones d'ombre qui occasionnaient des interprétations et même rendaient difficile la prise de décision. Donc du coup, on se retrouve avec un code du travail qui fédère maintenant employeurs, travailleurs et État. Donc en clair, ce code du travail-là est vraiment bienvenu pour tous. Alors, que dit la loi? Il faut noter que aborder le code du travail dans son entièreté serait un peu difficile pour nous. Mais nous allons nous appesantir sur les aspects liés à la sécurité et à la santé au travail que nous maîtrisons le mieux. Santé et sécurité MAG. Alors, ce qui vient changer avec cette nouvelle loi est très important. Et pour les dégager, nous voyons deux aspects, sur le fond et sur la forme. Alors, au niveau déjà de la forme, il faut noter que le Code de 1995 a trois parties pour ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Trois parties sont à identifier. La première partie porte sur l'hygiène et la sécurité. La deuxième partie porte sur ce qu'on appelait les comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Et la troisième partie sur le service médical. Ça, c'est le premier aspect au niveau de la forme. Deuxième aspect au niveau de la forme, c'est que la loi de 1995 dispose de 11 articles qui traitent de la sécurité et de la santé au travail, ce qui paraît bien insuffisant comparé à la loi de 2015. Et donc, la loi de 2015, quant à elle, nous propose 4 parties pour gérer tous les aspects liés à la sécurité et à la santé au travail. La première partie est relative, donc, de façon générale, à la sécurité et à la santé au travail. La deuxième partie, on observe un changement majeur, les comités de sécurité et de santé au travail. La troisième partie, les services médicaux. Et la quatrième partie, les services sociaux de l'entreprise. Et comme je disais tantôt, la loi de 2015 a 19 articles comparativement à celle de 1995 qui n'en a que 11. Santé et sécurité MAG. Alors, sur le fond, qu'est-ce qui vient changer? Nous allons prendre partie par partie et ressortir les aspects qui viennent donc améliorer la loi de 1995, de sorte que cette loi de 2015-là soit vraiment le consensus pour employeurs, travailleurs et État. Au niveau de la première partie, concernant la sécurité et la santé au travail, nous avons 4 changements notables. Alors, dans la loi de 2015, il ressort le droit d'alerte, c'est-à-dire que le travailleur a le droit d'interpeller son employeur en cas de danger grave et imminent. Et la conséquence logique de cette interpellation-là, c'est ce qu'on va appeler le droit de retrait. Donc, c'est le deuxième aspect majeur qui change. Si j'alerte mon employeur, aussitôt, j'ai le droit de me retirer. Le droit de retrait signifie que le travailleur se retire, se soustrait, autrement dit, se met en retrait face à une situation de danger grave et imminent qui mettra en péril son intégrité physique ou même sa santé. Troisième fait majeur, c'est la formation en sécurité et santé au travail. Alors, la loi est formelle. Tous les travailleurs, je dis bien tous les travailleurs, ont droit à la formation en sécurité et santé au travail pour comprendre les risques liés à leurs activités ainsi que les moyens de s'en préserver. Et enfin, le quatrième fait majeur, c'est le droit à l'eau potable. Oui, le droit à l'eau potable. L'eau potable doit être disponible pour les travailleurs sans que cela ne leur occasionne des dépenses supplémentaires. Vous allez dans certaines entreprises, on vous dit qu'on n'a aucune fontaine, on n'a pas d'eau potable à la disposition du travailleur. Quand il en a besoin, c'est lui qui est obligé d'acheter de l'eau, c'est lui qui est obligé de se déplacer, ainsi de suite. Alors la loi est formelle. Maintenant, il faut que nous ayons
de l'eau potable sur le lieu de travail pour les employés. Santé et sécurité MAG. Dans la deuxième partie, nous observons un changement majeur. Avant, on parlait de comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, mais maintenant, on adopte l'appellation internationale qui est comité de sécurité et de santé au travail. C'est vraiment le changement majeur qui intervient dans la deuxième partie, la dénomination. Dans la troisième partie, qui porte sur les services médicaux, nous avons 3 changements majeurs. Le premier porte sur la suppression de ce qu'on appelait la convention de soins. C'est-à-dire une entreprise aujourd'hui se rapproche d'un service de santé, peut-être qui est dans un quartier, qui est dans une zone industrielle, et puis leur demande d'apporter des soins à tous les travailleurs qui auraient besoin. La convention de soins, vue de cette façon-là, est aujourd'hui supprimée. Et nous ne retenons que 2 formules. La première formule, c'est ce qu'on appelait le service médical autonome. Soit l'entreprise dispose d'un service médical dans son sein, donc au sein de l'établissement, que les travailleurs peuvent fréquenter, ainsi que les membres de leur famille. Ou la deuxième formule, c'est ce qu'on appelait le service médical inter-entreprise. Donc plusieurs entreprises se mettent ensemble et elles créent un service médical, de sorte que leurs travailleurs ainsi que leurs familles puissent fréquenter ce service médical. Santé et sécurité MAG. Alors, une précision ici est de taille. C'est ce qui constitue le deuxième changement. C'est la qualité des intervenants au niveau de ces services médicaux. Que ce soit le service médical autonome, que ce soit le service médical inter-entreprise. La qualité des intervenants, il s'agit des médecins spécialistes du travail. Par le passé, on voit plusieurs spécialités qui interviennent en entreprise, des pédiatres, des généralistes, des gynécologues, etc. Mais maintenant, la loi est formelle. Pour intervenir en entreprise, il faut être médecin spécialiste du travail. Et la personne qualifiée pour diriger le service médical autonome ou le service médical inter-entreprise, c'est le médecin spécialiste du travail. Troisième changement majeur, c'est au niveau des prestations. Alors, il faut noter que par le passé, certains services avaient des prestations beaucoup plus orientées vers le curatif. C'est-à-dire que vous êtes malade et vous allez au service médical, on vous prescrit une ordonnance et des médicaments. Mais maintenant, la loi impose que le service médical ait des prestations essentiellement préventives. Donc, il s'agit d'aller en avant, éviter que le risque ne se transforme en maladie et que cela n'affecte le travailleur. Donc, il faut mener des actions en amont pour protéger les travailleurs. Et ça, c'est la mission essentielle du service médical en entreprise. Cela n'exclut pas, bien entendu, l'aspect curatif. Dans la quatrième partie, qui porte sur le service social en entreprise, il faut noter que c'est un ajout important qui est fait comparativement à la loi de 1995. Alors, il est institué donc la création d'un service médical dans toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Premier changement. Et le deuxième changement, c'est que nécessairement, pour gérer un tel service, il faudra un assistant social ou une assistante sociale. D'où le recrutement d'un assistant ou d'une assistante sociale pour gérer le service social en entreprise. Donc voilà les changements majeurs qui ressortent comparativement à la loi de 1995. Merci M. Koulibaly pour toutes ces précisions. Que pensez-vous de l'adoption de cette loi? Alors, personnellement, mon avis est certainement important et il faut reconnaître que cette loi est vraiment la bienvenue. Comme nous l'avons dit tantôt, elle permet de fédérer aussi bien les employeurs, les travailleurs que l'État. Parce que chacun à son niveau avait quelques griefs concernant l'ancienne loi. Donc maintenant qu'elle a été adoptée, chacun y trouve son compte et du coup, tout le monde est satisfait et tout le monde devra maintenant s'engager à la mettre en œuvre. Qui est concerné par cette loi? Alors, dans la relation de travail, il faut noter que 3 personnes physiques ou morales rentrent en ligne de compte. Il s'agit soit de l'employeur, du travailleur et de l'État. L'employeur étant celui qui utilise les compétences d'un travailleur et qui, en contrepartie, lui verse un salaire. Et l'État jouant le rôle d'arbitre dans cette relation de travail-là entre employeur et travailleur. En clair, tous, c'est-à-dire vous, moi, nous sommes tous concernés par cette loi qui porte Code du travail. Ok,
Si vous venez seulement de nous prendre en marche, sachez que vous suivez Santé et Sécurité MAG, votre magazine mensuel de formation, d'information et de sensibilisation à la prévention des risques professionnels. Nous saluons au passage Rachel Beda qui a su la réalisation technique. Monsieur Koulibaly, comment l'employeur et le travailleur doivent chacun à son niveau comprendre cette loi? Alors, tous deux doivent d'emblée comprendre qu'ils ont des droits et des devoirs avec cette loi, comme d'ailleurs avec toutes les autres lois. La loi accorde à chacun, à l'employeur et au travailleur, des prérogatives, mais elle leur confère également des obligations à respecter scrupuleusement. Dans quel cas de figure les dispositions répressives contenues dans cette loi entrent en ligne de compte? Les infractions relatives au Code du travail se subdivisent donc en 3 groupes. Le premier porte sur les infractions de l'employeur, le deuxième, les infractions du travailleur, et le troisième groupe, les infractions communes aux employeurs et aux travailleurs. Alors, nous prendrons maintenant chaque groupe et nous verrons dans quel cas s'appliquent donc les dispositions répressives. Alors, pour ce qui concerne les infractions de l'employeur, il faut noter déjà que la loi reconnaît la responsabilité civile de l'employeur pour les actes qu'il commet lui-même, ainsi que pour ceux commis par ses fondés de pouvoir et ses préposés. Autrement dit, vous êtes un directeur, un chef de service, un sous-directeur. Vous avez une responsabilité en matière de sécurité santé au travail. Tout ce que vous entreprendrez sera de la responsabilité de votre employeur. Si vous faites bien, c'est tant mieux. Mais si vous faites mal, en ce moment, la responsabilité civile de votre employeur est engagée. Bien que ce ne soit pas lui qui ait les connaissances nécessaires dans le domaine de la sécurité santé au travail. Donc, il convient que les personnes qui soient recrutées le sachent et qu'elles interviennent dans les conditions qui respectent la déontologie du corps, mais aussi les normes nationales du travail. Il faut noter qu'en termes d'infraction, des amendes peuvent être infligées aux employeurs. Et la valeur de ces amendes-là varie de 500 000 à 1 million pour, entre autres, le non-respect du contrôle permanent des règles d'hygiène. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, vous avez des toilettes au profit des travailleurs et vous ne faites pas en sorte que ces toilettes-là soient hygiéniques. À l'issue d'un contrôle des institutions compétentes dans le domaine, celles-ci peuvent vous infliger donc une amende qui varie de 500 000 à 1 million parce que le non-respect des règles d'hygiène a été constaté. Santé et sécurité MAG. Deuxième situation relative donc aux amendes qui varient d'un montant de 500 000 à 1 million, c'est le non-respect des mesures de protection et de salubrité édictées par les structures compétentes. Ceci pour dire que vous avez des structures telles que l'inspection du travail, la CNPS, la direction de la sécurité de santé au travail, qui peuvent réaliser des contrôles dans vos entreprises. Quand ces structures réalisent ces contrôles, elles vous notifient leurs rapports et si à la suite de ces différents rapports-là, aucune disposition n'est prise pour protéger les travailleurs ou même pour maintenir le lieu de travail sûr et salubre, alors ces mêmes structures compétentes-là peuvent infliger à l'employeur des amendes. Et ces montants varient entre 500 000 et 1 million. Troisième sujet, c'est le non-respect de l'obligation d'installer un comité de sécurité de santé au travail. Le comité de sécurité de santé au travail doit être installé dans toute entreprise de plus de 50 salariés. Alors, si le constat est fait que le comité n'existe pas et qu'après la notification, le comité n'est toujours pas installé, l'amende peut être portée contre l'employeur. Il faut noter aussi que nous avons des amendes qui peuvent varier de 1 million à 1 500 000 pour le travail de nuit qui est fait par les personnes de moins de 18 ans. Alors, nous savons tous que nous avons ratifié la convention qui interdit le travail des enfants, donc les travaux dangereux. Mais cette disposition également vient renforcer le caractère qui oblige donc l'employeur à respecter les dispositions légales en interdisant le travail de nuit à tous les enfants, à toutes les personnes de moins de 18 ans. Nous avons également des infractions. Infractions pour le travailleur. Alors, au niveau du travailleur, nous avons des amendes qui sont un peu plus légères comparativement à celles de l'employeur et elles varient de 10 000 à 100 000 francs. Et cela apparaît notamment dans les cas où on se retrouve en situation de grève. Alors, en situation de grève, il y a certains services qui doivent installer
un service minimum. Et ces services sont identifiés par le Code du travail. Et si les services identifiés ne respectent pas cette obligation d'assurer le service minimum, en ce moment, l'infraction ou bien la pénalité est infligée donc aux travailleurs qui ne se seront pas rendus responsables d'assurer ce service minimum. Et dans quelles conditions cela doit être fait? Il s'agit des services où l'absence d'entretien des machines et des équipements peut détériorer ces équipements. Quand on va en grève, on veut revendiquer des choses, mais cela ne doit pas être à l'origine de d'autres situations désastreuses pour l'employeur. C'est pourquoi, si vous êtes dans un service d'entretien des machines, vous devez d'assurer un service minimum, de manière à ce que le matériel de production ne soit pas détérioré du fait de la grève. Le deuxième service concerné, c'est le service qui mettrait en danger, le service dont l'absence de personnel mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé. Comme par exemple dans un service médical. Si nous sommes en grève dans notre entreprise, le service médical de l'entreprise se doit d'assurer un service minimum, de sorte à prendre en charge le plus rapidement possible les personnes ou les patients qui se référaient au service. Et enfin, les services où la grève peut occasionner une crise nationale aiguë. Alors tout de suite, on peut voir les entreprises qui assurent la sécurité ou la sûreté dans certaines entreprises. Si on se réfère à certaines entreprises portuaires où la sécurité est de rigueur, si les services chargés d'assurer la sûreté dans ces zones portuaires-là ne le font pas, on peut se retrouver avec des situations de crise nationale. Si on a par exemple des attaques ou des vols d'une certaine envergure. C'est pourquoi, pour ces services-là, il est important de maintenir le service minimum. Donc, voici les 3 cas ou les 3 services qui ont été identifiés par le Code du travail dans lesquels l'absence d'un travailleur qui est astreint au service minimum et qui se soustrait se retrouve à payer une amende. Santé et sécurité MAG. La dernière situation relative aux infractions, c'est celle commune aux employeurs ou aux travailleurs. Donc, employeurs et travailleurs peuvent se retrouver à payer donc des amendes. Et ici, les amendes varient de 1 million à 2 millions. Et cela dans les cas où la violation intentionnelle de certaines dispositions, telles que l'exercice du droit syndical, la désignation des représentants du personnel, est constatée. Une entreprise où l'employeur décide de violer intentionnellement ou refuse le droit syndical à ses employés, cet employeur-là, s'il est pris, peut se retrouver à payer entre 1 million et 2 millions de francs d'amende. Il en est de même pour les travailleurs qui opposeraient des résistances dans l'exercice du droit syndical ou la désignation même des représentants du personnel. Santé et sécurité MAG. Voilà, nous sommes au thème de notre entretien. Votre mot de fin. Ce que nous allons dire pour terminer, c'est que le législateur pense à protéger les professionnels et les acteurs de la sécurité et de la santé au travail. Généralement, ce sont des personnes qui ont des obligations, secret professionnel, droit de réserve, astreinte, mais très peu protégées. Il est important que ces personnes-là soient protégées et qu'on puisse leur accorder une autonomie d'action pour qu'on ne soit pas toujours assujetti ou qu'on soit toujours coincé par des décisions que l'employeur prendrait contre ces professionnels-là. Santé et sécurité MAG pour aujourd'hui c'est terminé et nous vous remercions d'avoir suivi ce premier numéro de l'année 2016 au cours duquel M. Koulibaly Zéabel, contrôleur en prévention, a pris plaisir à vous parler de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail et sa portée dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 28 février 2016 pour un autre numéro de Santé et Sécurité MAG. D'ici là, que Dieu vous garde. Santé et sécurité MAG avec Céline Nguesson.